Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 143, Je deviens un généreux contagieux. Cette semaine, notre témoignage vient d'Éléonore qui nous remercie d'avoir sorti Un temps pour deux sous forme de coffret. Vous savez, Un temps pour deux, ce parcours pour les couples sous forme de fiches qui est un parcours ludique et enrichissant. Éléonore nous témoigne donc. J'ai fait avec mon mari le parcours Un temps pour deux sous forme d'abonnement. Quelle bonne idée de le proposer aussi en coffret. Je l'ai acheté comme cadeau de mariage, ma commande vient d'arriver. Le coffret est sublime et vraiment haut de gamme. J'ai vraiment hâte de l'offrir. Alors, vous allez bientôt à un mariage. Je crois que le meilleur et le plus beau des cadeaux que vous pourriez offrir, c'est effectivement ce coffret Un temps pour deux. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Une association près de chez moi organise un séjour pour des enfants défavorisés et ils ont besoin de jouets. Ni une ni deux, je trouve ce projet génial. Aussi, je propose à mes enfants d'aller choisir des jouets dans leur chambre pour les offrir à cette association et faire la joie de ces enfants. Je les vois partir dans leur chambre et 10 minutes plus tard, l'un revient les bras chargés de ses jouets préférés, un autre me ramène ses Playmobil sans tête, et le troisième, le plus jeune, qui a une chambre qui regorge de jouets, revient en me disant qu'il n'a rien à donner. Et là, ça me chicote. Comment se fait-il que nous soyons tous si différents face à la générosité? Est-il possible de devenir généreux? Si oui, comment? Ma vie aux États-Unis et au Canada m'a fait découvrir plein d'initiatives généreuses, comme faire fleurir au coin des rues les petites librairies gratuites. Ce sont des petits casiers en bois dans lesquels les voisins viennent déposer ou piocher des livres, ou des produits d'épicerie courante. Les groupes Facebook Buy Nothing, n'achetez rien, regorgent d'objets dont chacun se sépare pour en faire don à celui qui en manifestera le besoin. Sans parler des trottoirs sur lesquels les familles disposent des meubles ou des objets en bon état à disposition du passant. Connaissez-vous aussi le concept merveilleux des cafés suspendus? À Naples, les habitants ont pris l'habitude de commander un café au comptoir et d'en régler 2 ou plus. Les additions réglées en avance sont suspendues par le patron à la vue de tous, et il est alors plus facile pour eux qui ont besoin d'un bon café bien chaud de le demander discrètement. En Turquie, les gens laissent aussi leurs manteaux à donner accrochés aux branches d'arbres. En fait, je crois que chaque pays regorge d'idées généreuses. Depuis la nuit des temps, ce mot de générosité passionne les écrivains. C'est ainsi que Du Bellay décrit littéralement la générosité comme la noblesse morale. L'historien et poète Étienne Pasquier, au XVIe siècle, dit même de la générosité que c'est une qualité qui élève l'homme au-dessus de lui-même. Notre champ lexical attache aussi quelques mots vraiment intéressants à cette notion de générosité. Nous pouvons y trouver fécondité, fertilité, force et qualité, abondance, plénitude, rondeur. Ça me fait penser que nous disons aussi une part de gâteau généreuse ou même une poitrine généreuse. Pour devenir un généreux contagieux, commençons d'abord par nous-mêmes. Effectivement, pourquoi parlons-nous seulement de la générosité envers les autres? Et si la première personne envers laquelle il fallait faire preuve de générosité, c'était nous-mêmes? Comment pouvons-nous faire preuve de bienveillance envers les autres si nous passons notre temps à nous autoflageller ou à nous critiquer? Imaginez toutes les petites phrases que vous pouvez vous dire à vous-même et imaginez que vous transposez ce dialogue à votre meilleur ami, à votre enfant, à votre collègue ou à votre conjoint. C'est une expérience très intéressante. Alors, que dites-vous à votre collègue? Vas-y, t'as tout pour y arriver. Tu vas pouvoir avoir ce nouveau contrat. Ou bien, mais non, ça ne sert à rien, franchement, tu vas encore te planter. À votre conjoint, vous lui dites j'ai confiance en toi? Ou bien, mon pauvre, avec ton caractère, comment veux-tu que je t'aime? Et à votre ami, tu as un regard magnifique. Ou bien vous lui dites tu perdras jamais cette petite bouée autour de ton ventre. Et enfin, pour finir, à votre enfant,
Vous lui dites: «Tu fais de ton mieux? Tu es fait pour être heureux?» Ou bien: «Franchement, tu es tellement déprimé, mais en fait, tu l'as bien cherché, tu n'as que ce que tu mérites». En faisant cet exercice, nous prenons conscience de l'effet répété de ces micro-phrases bien plombantes que nous avons tendance à nous adresser à nous-mêmes. Donc, règle d'or, pensons à être généreux avec nous-mêmes. Pratiquer cette générosité envers soi-même permet de faire grandir sa confiance en soi. Et rappelez-vous, la confiance en soi n'a jamais fini de grandir quand elle est arrosée de bienveillance et de positif. Je vous renvoie à notre podcast numéro 6 sur la confiance. Emma Seppala, chercheuse à l'université de Yale, explique que ses travaux l'ont menée à comprendre comment l'autocritique nous affaiblit, tandis que l'autocompassion construit en nous les compétences nécessaires à la résilience, le bonheur et la productivité. Je vous renvoie pour ça à notre bulle de bonheur 39 sur l'autocompassion. Allez, je change de regard. Ce que la générosité a de très puissant, c'est qu'elle est contagieuse. Alors, regardons comment. Il n'y a qu'à voir en famille l'impact que peut avoir la générosité des parents sur les enfants. Une mère de jeunes enfants me racontait que bien souvent, ses enfants viennent réclamer un morceau de sa tartine. Et au lieu de les rembarrer immédiatement, elle se force à leur répondre avec un sourire. Mais bien sûr, mon chéri. Ici, rien à voir avec l'enfant roi auquel sont accordés ses moindres désirs, mais plutôt l'intention de leur apprendre à partager sans se poser de questions. Parfois, dans les familles, chacun a son pré gardé et quand on partage, on donne souvent le plus petit des morceaux. Et cette maman, elle ne blêmit pas quand elle voit sa progéniture croquer pile au milieu de sa tartine pour manger, évidemment, le meilleur morceau. Parlons aussi de cet homme qui me racontait que ses parents avaient toujours eu le cœur large et prêtaient facilement leur maison à des amis, des visiteurs de passage, en choisissant de faire confiance. Eh bien, cet homme, façonné par l'exemple généreux de ses parents, est parti à son tour 2 ans en Afrique donner du temps à des gens plus démunis. C'est aussi l'exemple de ses copines qui se sont relayées pendant 2 mois pour apporter leur repas à une famille dont le bébé était à l'hôpital, alors même que cette bande de copines avait elle-même des enfants en bas âge, des galères et des fatigues. Aujourd'hui, ce petit bébé va mieux et sa famille est vraiment heureuse de prendre le relais. Et la mère de cet enfant me racontait qu'elle était fière de pouvoir à son tour devenir une aide pour des amis qui sont dans le besoin. Parlons aussi d'une femme mariée depuis 10 ans qui me partageait qu'elle était très touchée de la générosité de son mari. Et du coup, elle l'avait interrogé, elle l'avait questionné là-dessus. Et cet homme lui avait raconté combien l'exemple de son grand-père, qu'il avait vu fréquemment avoir des intentions envers sa femme, en lui offrant des fleurs, un cadeau, une soirée au resto, l'avait beaucoup inspiré. Et que aujourd'hui, il prenait beaucoup de plaisir à reproduire ce qu'il avait vu. En fait, rien de mieux que la force de l'exemple, en fin de compte. En éducation, il est compliqué de forcer les enfants à être généreux. Par contre, nous pouvons les forcer à partager. Mais comment leur faire vivre cela de bon cœur? Sans doute par l'exemple. La générosité a-t-elle sa place dans le monde professionnel? Faut-il jouer des coudes pour avancer et faire valoir ses compétences? Comment mettre en lumière tout le boulot effectué tout en laissant de la place aux autres? Dans certaines entreprises, la passerelle est fine. Pourtant, Adam Grant, professeur de management à l'Université de Pennsylvanie, s'est plongé sur le sujet en novembre 2013. Il a compilé ses propres travaux et plus de 50 ans de recherche en psychologie. Dans son livre Donnant, donnant, il explique que le secret de la réussite d'une carrière se trouve dans les interactions avec les autres. Résultat, une personne généreuse qui privilégiera l'interaction avec ses collègues aurait davantage tendance à réussir sa vie professionnelle. En fait, dans son ouvrage, Adam Grant dessine le profil de 3 types de personnes. Les premiers cherchent à recevoir des autres sans avoir à donner en retour. Les deuxièmes donnent seulement à hauteur de ce qu'ils reçoivent. Les troisièmes donnent sans attendre d'avoir reçu une quelconque faveur. L'univers professionnel a longtemps fait la part belle aux premiers, mettant l'accent sur la nécessité pour chacun de se méfier des intentions des autres. En toile de fond,
une sorte de lutte silencieuse pour développer et maintenir un avantage compétitif. En fait, ce que les travaux d'Adam Grant prouvent, c'est que contrairement aux idées reçues suivant lesquelles les deux premiers profils seraient mieux adaptés au monde de l'entreprise, en fait, ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui donnent aux autres sans attendre d'être rétribués pour leurs efforts. Et parmi les altruistes, ceux qui tirent particulièrement leur épingle du jeu sont ceux qui donnent de leur temps et de leur personne sans pour autant sacrifier leur intérêt personnel. Adam Grant propose ainsi un véritable programme RH. Et là, je le cite. Si l'on redéfinissait le succès professionnel de manière à englober la générosité, l'aide et le souci des autres, il y aurait des changements drastiques dans les organisations au chapitre de l'embauche, de l'évaluation du rendement et de l'avancement. On ne tiendrait plus seulement compte de la productivité des employés, mais de ses répercussions sur les autres. Intéressant d'y réfléchir. Emma Seppala, professeure à l'université de Yale et de Stanford, prétend que le constat dressé par Adam Grant s'applique aussi aux relations de couple. Alors que les donneurs s'épanouissent en comblant leurs partenaires à travers des petites attentions, des cadeaux, des compliments, les receveurs, eux, se contentent de prendre ce qu'on leur donne sans aucune réciprocité. Ainsi, ils trouveront normal qu'on leur fasse des compliments sans jamais en faire en retour. Enfin, les échangeurs parviennent, eux, à passer du statut de donneur à celui de receveur, créant une relation reposant sur le donnant-donnant. Je reste convaincue que la générosité est un carburant essentiel des couples qui durent. Mais parfois, il y a des fausses croyances qui viennent s'associer à la générosité. Commençons d'abord par répondre à la rengaine « trop bon, trop con ». Être généreux est tout à fait compatible avec la prudence et la justesse. Prudence de faire attention à soi, comme par exemple faire en fonction de ses propres forces, de sa propre fatigue. Prudence de ne pas distribuer sa générosité à l'aveuglette en s'oubliant. Je vous renvoie sur notre podcast 70, je suis la priorité numéro 1. Justesse? Justesse d'être en vérité. C'est être vrai dans ses relations avec ceux qui nous entourent. Effectivement, distribuer des compliments à tout bout de champ pour faire plaisir risque parfois de sonner faux. Je vous renvoie pour ça notre podcast numéro 78, Je suis vrai. Une autre croyance a la dent dure, et elle est à balayer. Et elle nous dit qu'une personne généreuse dit toujours oui. Alors, dire non, c'est malgré tout, comme nous le dit Thomas d'Assembourg, dire non, c'est souvent dire oui à quelque chose d'autre. Quand je suis claire sur ce dont j'ai besoin, je peux alors être claire sur ce que je peux donner. Par exemple, si je suis invitée à dîner et qu'en même temps j'ai une semaine éreintante, je peux refuser l'invitation pour choisir d'être plus généreux avec mes enfants qui ne m'ont pas vu de la semaine. Je vous renvoie pour ça notre podcast numéro 38, J'apprends à dire non. Alors, quels sont les bénéfices de la générosité? Être généreux éveillera toujours, quoi qu'il en soit, des sentiments positifs. Si vous avez du mal à être généreux et que vous avez du mal à donner, soyez admiratif des généreux, et l'admiration, ça reste positif. Tout le monde est capable de générosité à des degrés différents. Chaque forme de générosité est bonne et a besoin d'être faite en fonction de soi et de ce dont on est capable. L'objectif est de ressentir la vraie joie du don, dénué de tout intérêt personnel. Il est vrai toutefois qu'être généreux, comme être généreux de son temps, pour donner un service, pour faire un cadeau ou offrir un week-end de garde d'enfants à des amis, offre invariablement en retour quelque chose d'incompressible à celui qui donne, un sentiment de joie. Sénèque nous le dit, et il raconte, s'il existe un plaisir à être généreux, cela ne fait pas du don une activité systématiquement intéressée. Le philosophe illustre son propos en prenant l'exemple du mourant rédigeant son testament. Que retire le mourant pour lui-même au seuil de sa mort? Absolument rien de personnel. Au crépuscule de la vie, nous sommes tous riches de ce que nous avons donné, de tout l'amour et de la joie. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1.
La générosité est le plus beau virus du monde. Transmettons-le sans modération. 2. La générosité est un puissant booster de relations amicales, sociales, professionnelles et amoureuses. 3. La vraie joie du don est une générosité désintéressée. À vous de jouer, chers auditeurs. Tirez une carte de 2 minutes ensemble. Choisissez une personne de votre entourage et soyez généreux envers elle, en temps, par un cadeau ou par un geste. La petite mousse de la semaine est évidemment généreuse. Elle nous vient de la belle comédienne Audrey Hepburn. Elle reste dans nos mémoires non seulement pour sa grâce, mais aussi pour sa bonté. Elle nous dit « En vieillissant, vous vous rendrez compte que vous avez 2 mains, l'une pour vous aider vous-même, l'autre pour aider ceux qui en ont besoin. Prendre soin de soi et prendre soin des autres sont les 2 mains d'une même personne. Alors, ne soyez pas manchots. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.